Bonjour, je suis Géraldine Falgaronne, professeure de rhumatologie à l'hôpital Avicenne Bobigny, Université Paris 13, et nous allons voir ensemble comment initier et surveiller un traitement par méthotrexate, salazopyrine, hydroxychloroquine ou léflunomide dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Nous verrons lors de cette présentation la définition des immunomodulateurs, encore appelés immunosuppresseurs, quelques principes généraux et verrons ensuite dans le détail la prescription du méthotrexate, léflunomide, salazopyrine ou de l'hydroxychloroquine. Nous terminerons par quelques informations sur les difficultés en lien avec la conception ou la grossesse. La classification des immunosuppresseurs ou immunomodulateurs est désormais proposée en deux familles. D'une part, les molécules synthétiques, d'autre part, les molécules dites biologiques. Les molécules synthétiques comprennent les molécules conventionnelles ou DMARDs pour Disease Modifying Antirheumatic Drugs, tels que le méthotrexate, la salazopyrine, l'hydroxychloroquine ou le léflunomide. Elles comprennent également les Targeted Synthetic DMARDs, qui sont les inhibiteurs des kinases. Les biologiques comprennent les molécules originaires et les biosimilaires. Sur cette diapositive, reprenant les mécanismes d'action des immunomodulateurs, vous pouvez observer qu'il existe d'une part les antipaludéens de synthèse, l'hydroxychloroquine, qui appartient à la famille de la chloroquine. Des antipaludéens de synthèse inhibent la production d'interféron alpha en bloquant l'action du TLR9. Ils sont principalement utilisés dans le lupus cutanéo-articulaire. Par ailleurs, les autres immunomodulateurs sont des antimétabolites, qui sont soit antifoliques, soit inhibiteurs de la synthèse pyrimidique, avec toutefois une mention spéciale pour la sulfasalazine, la salazopyrine, qui a une action anti-inflammatoire reposant sur l'acide 5-aminosalicylique et le sulfamide, la sulfapyridine. Toutes ces molécules sont utilisées dans les rhumatismes inflammatoires fréquents que sont la polyarthrite rhumatoïde, les spondyloarthrites dont le rhumatisme psoriasique et la maladie de Sjögren. Vous comprendrez donc, compte tenu du mécanisme d'action appartenant à la même famille des antimétaboliques, que ces molécules ont des effets secondaires communs. Les principaux effets secondaires sont tout d'abord une intolérance digestive du fait d'une toxicité sur les cellules en renouvellement dans l'intestin. Nausées, vomissements, dyspepsie sont fréquents, mais ne requièrent pas en général l'arrêt des médicaments. Les immunomodulateurs sont associés à un risque d'infection, car il existe une diminution des défenses immunitaires lors de leur utilisation, qui nécessite de vérifier absolument avant introduction qu'il n'y a pas d'infection en cours. La diminution des défenses immunitaires pouvant être due également à la maladie auto-immune sous-jacente, mais également à l'utilisation des corticoïdes, il convient d'avoir une surveillance clinique rapprochée et de notamment dépister les infections ORL récurrentes ou les infections virales. Dans certaines situations, il survient une infection sévère qui justifie l'arrêt du traitement. Les hépatopathies sont fréquentes avec une augmentation des transaminases qui peut parfois être toxique ou liée à la décompensation d'une stéatose sous-jacente. Il ne faut pas introduire ces molécules si les transaminases sont supérieures à 2 fois la normale. En règle générale, on évite leur utilisation lorsqu'il existe une hépatopathie virale B ou C, bien évidemment si elle est active, mais en fonction des circonstances, le recours à un immunomodulateur se fera conjointement avec un expert hépatologue. Il existe une toxicité médulaire avec des neutropénies, agranulocytose, anémie, thrombopénie. On considère qu'il ne faut pas introduire d'immunosuppresseurs si les globules blancs sont inférieurs à 3000 et si les plaquettes sont inférieures à 50 000 éléments. On considère que l'antécédent de myélodysplasie est une contre-indication aux immunomodulateurs.
Voyons maintenant dans le détail les indications, mécanismes d'action et précautions d'usage de ces immunomodulateurs. Le méthotrexate est la molécule de référence du traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Il est utilisé dès la phase diagnostique, mais également en phase d'entretien. Il permet d'obtenir une rémission, un arrêt de la progression radiologique, et on a également pu démontrer une diminution de la mortalité et du handicap. Il peut être utilisé en monothérapie, en association de traitement de fond avec une biothérapie comme les anti-TNF, mais également en association avec d'autres immunomodulateurs. Le méthotrexate est également un traitement de référence pour le rhumatisme psoriasique et pour les formes périphériques articulaires de la spondyloarthrite, qu'elles soient destructrices ou non. Il n'y a pas d'efficacité de cette molécule sur les atteintes axiales et les formes anthésopathiques. La biodisponibilité du méthotrexate est excellente, elle est de l'ordre de 40 à 80%, avec une élimination principalement rénale, mais il existe également une petite élimination biliaire avec un cycle entérohépatique. Le méthotrexate peut persister dans les tissus de manière prolongée. Il faut noter qu'en cas d'hypoalbuminémie, les taux sériques seront augmentés. Le méthotrexate est toujours prescrit à dose hebdomadaire dans les maladies auto-immunes, ce qui améliore sa tolérance. Son efficacité est rapide dès 4 à 6 semaines, mais de manière conventionnelle, il faut évaluer ce traitement à 3 mois, mais dans certaines publications, on observe une poursuite d'efficacité jusqu'à 6 mois. 6 à 14% de rémissions sont observées. Dans la polyarthrite, ces rémissions sont augmentées lorsqu'il existe une petite corticothérapie. Ce traitement peut être donné par voie orale, comme on l'a dit de manière hebdomadaire, mais également par voie sous-cutanée avec une augmentation d'efficacité liée à une meilleure résorption de l'ordre de 30%. Il est prescrit avec de l'acide folinique à dose équivalente pour diminuer les effets secondaires, digestifs principalement. Tout considéré, les effets secondaires sont présents chez 40 à 95% des malades, mais ne justifient l'arrêt du traitement que dans 10 à 30% des cas. Il est indispensable de vérifier qu'il n'existe pas de maladie pulmonaire sous-jacente, car le risque majeur sévère est lié à l'existence d'une pneumopathie immunoallergique grave. Pour finir, les hépatopathies associées au méthotrexate sont fréquentes, 13 à 40%. On considère désormais que le risque de fibrose associé au méthotrexate est lié à la maladie stéatosique sous-jacente et nécessite dans certaines circonstances une analyse histologique par ponction biopsie hépatique. En pratique, il faut vérifier l'absence de pneumopathie préexistante en réalisant une radiographie de thorax qui ne sera complétée par des épreuves fonctionnelles respiratoires qu'en fonction du contexte. Il faut vérifier l'absence d'hépatopathie préexistante en dosant les transaminases qui seront complétées par des phosphatases alcalines et des gamma-GT en cas d'anomalie. Il faut également vérifier l'absence d'infection virale sous-jacente. Il faut vérifier la numération formule sanguine qui sera utilisée ensuite pour surveiller une éventuelle toxicité hématologique. Il faut également surveiller la créatininémie, mais on rappelle que le méthotrexate n'est pas néphrotoxique. Pour finir, il faut vérifier cliniquement l'absence d'apparition d'une nodulose, de rage cutanée ou d'alopécie. Ce dernier effet secondaire est rare, mais peut être sérieusement handicapant, notamment chez les femmes. On réalisera cette surveillance biologique de manière mensuelle, avec un contrôle clinique à 3 mois, notamment pour juger de l'efficacité. Ensuite, les contrôles biologiques peuvent être espacés jusqu'à être réalisés tous les 2 ou 3 mois. Le léflunomide est l'autre immunomodulateur de référence de la polyarthrite rhumatoïde. Il est utilisé en première ligne ou en cas d'échec du méthotrexate. Il est également utilisé en monothérapie. Dans certaines études, il a été proposé en association au méthotrexate,
mais les associations se font plutôt avec les anti-TNF, l'abatacept ou le rituximab. Le léflunomide est efficace dans le rhumatisme psoriasique. Il doit être prescrit de manière quotidienne à la dose de 20 mg par jour. Dans certaines situations, on peut utiliser une demi-dose. Soulignons que le protocole d'induction est moins utilisé en pratique. Sa demi-vie est de l'ordre de 19 jours, mais de nombreuses études font état de dosages prolongés et d'une présence très prolongée dans les tissus jusqu'à 2 ans. Les effets secondaires peuvent être répartis entre ceux qui demandent une réduction des doses ou ceux qui imposent l'arrêt, voire l'utilisation de la procédure de wash-out sur laquelle nous allons revenir. En cas de troubles digestifs, on peut réaliser une diminution de dose qui permet de diminuer les effets secondaires de manière à ne pas imposer l'arrêt du médicament. L'hypertension artérielle est fréquente et elle impose l'arrêt du médicament quand les modifications de dose ou les traitements antihypertenseurs n'ont pas réussi à juguler l'hypertension. En ce qui concerne l'augmentation des transaminases, on peut utiliser une réduction de dose, mais il faut bien sûr vérifier qu'il n'y a pas d'hépatite virale préexistante. Tout épisode infectieux impose d'arrêter transitoirement l'immunomodulateur. Les neuropathies ou les rares pneumopathies immunoallergiques interstitielles imposent l'arrêt de la molécule. En pratique, on comprend que la surveillance biologique est comparable à celle du méthotrexate avec réalisation régulière de la numération en formule sanguine, des transaminases ou de la créatinine, avec un protocole de surveillance qui est relativement comparable au méthotrexate. Il existe une procédure d'élimination qui repose sur l'utilisation de la cholestéramine à dose importante sur une période de 8 jours, qui entraîne de manière fonctionnelle une diarrhée qui nécessite une surveillance en fonction du contexte clinique de votre malade. Cette procédure d'élimination est notamment recommandée en cas d'une toxicité sévère ou de la notion de grossesse par exemple. Soulignons que la rifampicine augmente la concentration plasmatique de léflunomide. La sulfalazine est indiquée principalement dans les spondyloarthrites à forme périphérique. On a pu observer une diminution de l'inflammation, du dérouillage matinal, mais il ne semble pas y avoir de bénéfices nets sur les capacités physiques, la douleur, la mobilité rachidienne, les anthésopathies ou l'évaluation globale du patient et du médecin. La salazopyrine, sulfasalazine, est utilisée dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et l'étude de référence est l'étude COBRA, ensuite optimisée dans l'étude BEST. Elle est alors utilisée avec le méthotrexate et l'hydroxychloroquine. Soulignons qu'il existait alors un recours à des hautes doses de corticothérapie à l'instauration du traitement. Plus récemment, dans l'étude RACAT, qui est une étude de non-infériorité, on a pu démontrer que l'association du méthotrexate de l'hydroxychloroquine à la sulfasalazine permettait d'obtenir une efficacité comparable à celle de l'étanercept. Il y aurait même une diminution de la progression radiologique dans la polyarthrite rhumatoïde lorsqu'on utilise la sulfasalazine. Les difficultés de cette molécule sont liées au maintien thérapeutique qui est faible, de 50% à 1 an et même de 20% seulement à 5 ans. Les effets secondaires sont nombreux et ils concernent au moins un patient sur 2 et justifient l'arrêt des traitements de fond lorsqu'ils sont utilisés en association à cause de la sulfasalazine. On peut les séparer entre ceux qui sont dose dépendants, ils sont relativement fréquents, et ceux qui sont allergiques, peut-être un peu moins fréquents, mais potentiellement graves. Vous retrouverez les effets secondaires conventionnels des immunomodulateurs sur l'intestin, mais également la notion de céphalée, malaise et de coloration brune et orange des urines. Soulignons qu'il existe des interactions médicamenteuses avec les antivitamines K, les sulfamides hypoglycémiants
et la digoxine. Les événements allergiques, comme on l'a déjà dit, sont non rares, bien que peu fréquents, avec des éruptions cutanées, fièvre, hépatite, pneumopathie, anémie hémolytique, ainsi qu'une atteinte des globules blancs ou des plaquettes. Il existe également de réelles connectivites induites, avec des arthralgies, un syndrome de Raynaud, des lupus induits. La salazopyrine est contre-indiquée en cas d'hypersensibilité aux sulfamides et si déficit en G6PD. La résorption de la sulfasalazine est de 10 à 30%, colique, où la salazopyrine, sulfasalazine, est scindée en deux. L'acide 5-aminosalicylique a une action essentiellement locale, alors que la sulfapyridine est absorbée et éliminée par le rein après une acétylation hépatique. Ceci explique que les acétyleurs lents auront davantage d'effets secondaires. La posologie varie de 2 à 4 grammes. Elle doit être instaurée progressivement mais rapidement sur une période relativement courte. En France, on utilise volontiers 3 grammes avec même des recommandations européennes allant jusqu'à 4 grammes par jour. Il faut bien sûr surveiller le risque d'anémie hémolytique avec des numérations et des transaminases rapprochées. L'évaluation se fera lorsque la pleine dose sera atteinte pour au moins 2 mois, mais idéalement, il faut attendre 3 mois jusqu'à 6 mois pour observer une pleine efficacité. L'hydroxychloroquine a un mécanisme d'action retardé qui n'est pas complètement élucidé. En modifiant le pH des lysosomes, il semble inhiber l'action du TLR9 et aboutir à une diminution de production de l'interféron alpha. Son efficacité doit s'évaluer à 4-6 mois. La tolérance générale est excellente, avec seulement 10 à 20% d'effets secondaires qui sont le plus souvent légers et modérés, avec la notion d'anorexie, nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale. Il existe également des signes d'allergie cutanée ou parfois des céphalées, vertiges et bourdonnements d'oreilles. Efficace sur les polyarthrites en général ou les polyarthralgies, elle est utilisée dans le lupus cutanéo-articulaire, la maladie de Sjögren et certains rhumatismes inflammatoires chroniques non destructeurs. On rappelle que l'hydroxychloroquine est également proposée dans la polyarthrite rhumatoïde, mais en association de traitements comme dans les études COBRA et BEST. L'hydroxychloroquine s'utilise avec des comprimés à 200 mg pour une dose quotidienne de l'ordre à 400-600 mg par jour. La surveillance est essentiellement clinique, mais un examen ophtalmologique systématique est indispensable, d'une part pour dépister l'absence de rétinopathie préexistante et surtout pour vérifier l'absence de cette complication sévère et rare associée à l'hydroxychloroquine qui induit des rétinopathies. Il existe également une atteinte oculaire par neurotoxicité sur les corps ciliaires et de certains dépôts cornéens. L'examen annuel ou semestriel de l'œil doit comprendre fond d'œil, acuité visuelle, vision des couleurs, mais aussi un OCT, Optical Coherence Tomographie, qui a maintenant remplacé l'électrorétinogramme. Ce dernier n'est plus proposé que par certaines équipes et ou pour confirmer l'existence d'une rétinopathie. Soulignons que l'hydroxychloroquine nécessite des précautions, voire la prudence maximale lors de l'utilisation de digoxine d'insuline, et l'hydroxychloroquine allonge le QT. Quelques informations en cas de désir de grossesse et de conception. Le méthotrexate fait l'objet de recommandations
du fait d'azo-oligospermies décrites qui induisent à proposer une cryopréservation. Il faut également proposer le recours à un préservatif en cas de rapport sexuel avec une femme enceinte pour un patient prenant du méthotrexate. Chez la femme, il faut une contraception, mais les études incitent à proposer une période d'élimination plus courte. En cas de survenue de grossesse sous méthotrexate, il faut signaler cette grossesse au CRAT, en référence, et avoir recours à une équipe spécialisée pour la surveillance de l'éventuelle survenue d'un syndrome malformatif chez le bébé. Le léflunomide est interdit lors de la conception ou d'une grossesse. Et on peut même proposer un wash-out pour éliminer toutes les molécules présentes dans l'organisme. Il faut toutefois rassurer la patiente en cas de grossesse sous léflunomide et proposer une surveillance par une équipe experte. Les recommandations sous salazopyrine se sont assouplies chez l'homme. Et chez la femme, il n'y a pas de précaution car cette molécule peut être utilisée lors de la grossesse, lors de la conception, voire même lors de l'allaitement. Bien que l'innocuité de l'hydroxychloroquine n'ait pas été démontrée, cette molécule est toutefois facile d'utilisation avec de nombreuses publications, notamment dans le lupus. Elle est donc autorisée si le pronostic de la mère ou le pronostic de l'enfant. Il convient en général d'arrêter les immunosuppresseurs en cas d'infection sévère ou d'infection compliquée. On peut avoir recours à une diminution des doses si les effets secondaires sont liés à une toxicité, comme dans le cadre de l'hépatopathie. La réintroduction des immunomodulateurs après un épisode infectieux se fera après réévaluation clinique. Et il faut dépister les effets toxiques cumulatifs en fonction des molécules, comme par exemple les neuropathies sous les flunomides. On procédera à un arrêt définitif en cas de réaction allergique, comme par exemple pour la sulfase salazine qui a un haut potentiel allergique. Lorsque le traitement immunomodulateur est efficace, il faut proposer aux malades une diminution des doses, comme par exemple dans le contexte de rémission prolongée. On sait que cette diminution des doses améliore la tolérance. Soulignons toutefois la notion de rechute à l'arrêt des médicaments qui vont jusqu'à 50% dans le cadre des polyarthrites rhumatoïdes sous méthotrexate. Le contexte de l'immunosuppression liée au rhumatisme inflammatoire chronique, qu'il y ait ou non une association à une corticothérapie, nécessite d'avoir recours aux vaccinations antipneumococciques et antigrippales. Les immunomodulateurs conventionnels sont faciles à prescrire et à surveiller. Ils sont globalement bien tolérés, avec peu d'effets secondaires, sauf pour la sulfase salazine. La surveillance biologique est commune et elle comprend la numération formule sanguine ainsi que le dosage des transaminases et de la créatininémie. Il faut respecter les critères diagnostiques et d'introduction des immunomodulateurs selon la maladie traitée. Globalement, ces traitements sont peu chers, des traitements de référence utilisés en première ligne, mais aussi des traitements de soutien aux biothérapies pour leur effet synergistique ou sur l'amélioration de la tolérance à long terme des molécules de biothérapie. Les recommandations conceptionnelles ont été allégées pour l'utilisation de la salazopyrine chez l'homme et l'utilisation du méthotrexate chez la femme. En revanche, elles ont été renforcées lors de l'utilisation du méthotrexate chez l'homme avec les propositions d'avoir recours aux cryopréservations. Pour aller plus loin, vous pourrez lire les recommandations de la Société française de rhumatologie ou du CRI, mais également certaines recommandations des sociétés rhumatologiques de langue française au Québec ou en Suisse.